Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu, des programmes qui sont diffusés via notre réseau dynamique de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro du Forum de Studio Kalangu dont le thème est « Quelle démocratie pour le Sahel ?» Ces dernières années, plusieurs pays du Sahel, déstabilisés par l'insurrection djihadiste, ont connu des putschs ayant conduit à l'instauration des régimes militaires. C'est le cas au Niger, au Burkina Faso et au Mali qui, en moins de 3 ans, ont tous connu des coups d'État. Une situation qui marque certainement un recul de la démocratie dans le Sahel. Alors, quelle explication donner à cette situation ? Quelle démocratie même pour le Sahel ? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Sabo Seydou, homme politique, ancien rapporteur de la Conférence nationale souveraine et secrétaire général du Haut Conseil de la République. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ibrahim Hamidou, il est journaliste et homme politique. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafis Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous. Merci, chers invités, d'être venus. Je commence donc par vous, le doyen, M. Sabo Seydou, homme politique, ancien rapporteur de la Conférence nationale souveraine. Selon vous, comment se porte aujourd'hui la démocratie dans nos pays du Sahel ? J'aurais, disons, intervenu avec un certain nombre de préliminaires. Oui. Le Sahel, là, c'est de la Mauritanie au Soudan. Oui. Les pays qui vont de la Mauritanie donc au Soudan. Jusqu'au Soudan. Parmi ces pays, on peut citer beaucoup. Voilà, comme le Mali, comme le Mali, Burkina, le Niger, le Burkina, le Nigeria. Le Nigeria, oui. Comment on appelle le Sénégal. Bien entendu, j'ai parlé de la Mauritanie. Effectivement. Etc. etc. Donc, ça, c'est ce vaste ensemble. Qui englobe, oui. Voilà. Maintenant, ce vaste ensemble-là, historiquement, il a une caractéristique. C'est d'avoir été le théâtre, si l'on pourrait s'exprimer ainsi, des grands empires africains. Dans le temps. Oui. Le Ghana, le Mali, le Songhai, le Kabi, enfin c'est le Songhai-Kabi, le Bornou. Et il était, plus que toutes les autres zones africaines, le plus intégré sur la scène mondiale. La scène mondiale de l'époque. Oui, elle était... C'était surtout, disons, le monde musulman, le monde arabe. D'accord. Disons, le monde musulman plus exactement. J'ai tenu à faire cette précision-là dans le sens où il y a une tradition d'État dans ces territoires-là. Quelle est donc cette tradition ? C'est ce que, grosso modo, c'est ce que j'appelle les grands empires. Ouais. Des grands ensembles. D'accord. Composés d'entités diverses qui ont des relations avec elles. Non pas les relations que nous avons connues avec surtout la colonisation française. Pas de... Voilà. C'est-à-dire, les relations n'étaient pas des relations de vassalité, mais surtout les relations n'étaient pas des relations centralisées outrancièrement. Est-ce qu'on se comprend? Effectivement, oui. Bien. Maintenant, c'est ce terreau-là. Là, il y a eu la colonisation. Et la colonisation, vous savez, c'est en particulier dans ces territoires-là, entre autres, que la résistance aux colons a été la plus organisée. Vous pouvez mettre la résistance de Samori, vous pouvez mettre la résistance, disons, plus tard à d'Agadez, si vous voulez, avec Kausen. Oui. Vous pouvez mettre beaucoup d'autres résistances qui étaient organisées. Certaines résistances, vous vous demandez même si elles ne sont pas organisées sur un ensemble de territoires qui dépassent
largement la zone où il y avait le conflit. Le conflit. Il ne faut pas oublier que parmi ces 3 pays-là, l'un des pays où le nom a failli l'emporter ou l'a emporté concrètement, c'est le Niger. Et qu'est-ce qui expliquerait cela donc? Je crois la tradition historique. Et puis les vecteurs de l'anticolonialisme qu'il y avait dans ces pays-là. Donc, à ramasser, hein, vous savez, là où la France a concentré le plus de moyens militaires pour imposer le oui, c'était le Niger. Maintenant, la question de l'indépendance donc était un peu floue, si on peut. C'est-à-dire, en réalité, si vous voulez, comment on appelle la colonisation française, a forcé le Niger à voter oui. Parlant de la démocratie, M. Sabo Seydou, aujourd'hui, comment elle se porte, cette démocratie, dans ces pays du Sahel, comme vous venez de retracer un peu l'historique? Bon, vous savez, j'ai aussi fait ce rappel historique-là, que j'aurais dû, comment on appelle, faire en parallèle avec l'histoire d'un certain nombre de pays européens là, occidentaux, pour employer un terme que je n'aime pas trop, qui sont dits démocratiques. En particulier, eux-mêmes, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils ont cette démocratie-là. Et même cette démocratie-là, aujourd'hui, chez eux, là, elle n'est pas une réalité? Disons, les gens se posent la question. Voyons. Quand la démocratie, par le système démocratique, il arrive que vous m'excusez le terme, des chenapans en viennent à être à la tête des États. Tu te poses la question sur cette démocratie-là? Parce qu'elle promeut, elle peut arriver à promouvoir des gens qui sont justement contre elle. Nous allons revenir vers vous, le temps de prendre donc l'avis de notre deuxième invité. Il s'agit de Ibrahima Hamidou. Il est journaliste et homme politique. Vous venez d'entendre un bref historique de nos pays du Sahel, de la démocratie. Vous, comment vous percevez cette notion de démocratie dans nos pays du Sahel? Est-ce qu'elle est une réalité aujourd'hui? Merci. Réalité, non. Elle n'a jamais été une réalité. Pourquoi, selon vous? Donnez vos explications. On ne peut pas construire une démocratie sous domination. C'est-à-dire? Sabo vient de faire un tout bref résumé de la situation du Niger, notamment en ce qui concerne le vote référendaire sur la communauté que proposait De Gaulle aux anciennes colonies. Parce que ce qu'il n'a peut-être pas dit dans le détail, c'est que, eu égard aux révoltes coloniales, De Gaulle a eu l'intelligence de dire, bon, pour que la situation comme celle de l'Algérie, comme celle du Vietnam, comme celle d'autres contrées, d'autres anciennes colonies n'arrive pas à ces colonies d'Afrique, autant leur proposer une décolonisation soft, mais qui maintient les avantages que la colonisation, que le colon a sur ces pays. Et c'est comme ça qu'il y a eu la décolonisation. Et ce n'est pas fortuit que vous avez vu en 1960, le Niger, le Mali, la Haute-Volta, le Sénégal, voilà, la Côte d'Ivoire, tout un tas de pays sont devenus brusquement des pays indépendants. Oui. C'est quand même bizarre que ce soit la même année que tout le monde devienne. Souvent c'est en août. En août, oui. Et la même année, soit voilà. 1960, 50. Tout le monde est devenu indépendant. Mais c'était le piège du néocolonialisme. Mais
de ce piège du néocolonialisme, les programmes d'ajustement structurel que le FMI et la Banque mondiale, qui sont aussi des instruments financiers pour maintenir la domination sur les peuples anciennement colonisés. Donc, ces programmes d'ajustement structurel sont venus encore révolter les populations en Afrique. Et ils ont trouvé la parade pour dire, en fait, ça ne va pas en Afrique parce qu'il n'y a pas de démocratie. Oui. Et vous avez vu, Sabo a fait référence à ses anciennes fonctions de rapporteur de la conférence nationale souveraine et de secrétaire du Haut Conseil de la République. Voilà. Mais même ces conférences nationales, si vous avez remarqué, c'est encore partout en Afrique. On dit, bon, il faut faire conférence nationale, il faut faire démocratie. Mais la démocratie n'a pas réglé les problèmes du néocolonialisme. C'est-à-dire les apports iniques de domination que la France a maintenus avec ses anciennes colonies. Toujours, mais cette démocratie qui est venue en 90 là, ne les a pas remis en cause. Malheureusement. C'est pas malheureusement, c'est que c'est orienté pour que ça ne soit pas remis en cause. Voilà. Parce que si je vous prends le cas des minéraux stratégiques, la France considère que tout minerai stratégique découvert dans une de ses anciennes colonies est le monopole de la France. Exemple, en ce qui concerne le Niger, on a trouvé de l'uranium au Niger. Oui. Cet uranium-là, c'est le monopole de la France. Oui. Tant que la France ne dit pas aux Nigériens qu'elle ne veut pas l'uranium, le Niger n'a pas le droit de le vendre à un autre pays. Ce sont là peut-être des problèmes qui font en sorte que cette démocratie, des problèmes d'antan ancienne, mais aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, quels sont même les tares de cette démocratie dans ces pays du Sahel? Mais ce sont ces tares-là, justement. Mais ce sont ces tares-là qui continuent parce que le problème, c'est quoi? Vous ne pouvez pas... C'est une chaîne... c'est un processus qui n'est pas encore, cours, voilà, oui. Qui n'est pas encore terminé. C'est la quête d'indépendance qui continue. Et chaque fois que les peuples veulent aller à l'indépendance, on leur trouve un subterfuge pour retarder ce processus d'indépendance. Et le dernier subterfuge qui a été trouvé, c'est justement le terrorisme. Oui. Or, là où ça n'a pas marché au Sahel, c'est que pour l'essentiel, tous les pays qui sont victimes de ce terrorisme sont des pays musulmans. Comment vous comprenez qu'un djihadiste trouve des gens en train de prier à la mosquée et les arrose à la Kalachnikov? Justement, vous comprenez? Je le disais, ces dernières années, les pays du Sahel comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali ont tous connu en moins de 3 ans des coups d'État faisant place donc au régime militaire. Je reste toujours avec vous, Ibrahim. Comment vraiment expliquer cette multiplication des coups d'État dans ces pays? Mais c'est ce que je viens de dire tout de suite. C'est cette quête d'indépendance qui continue. Parce que la démocratie, telle qu'elle a été présentée aux Africains depuis le 1990, les Africains ont compris que c'est le même piège que les indépendances de 1960. Donc, les indépendances de 1960, c'était des indépendances, trompeuses. Et la démocratie des années 90 était aussi une démocratie trompeuse. Vous avez vu, sur le cas du Niger, comment on est arrivé à un régime qui permettait aux Occidentaux de faire ce qu'ils voulaient dans notre pays, d'amener pratiquement le Niger est devenu, un dépotoir de toutes les forces européennes pour le Sahel. Mais à l'inverse aussi, vous avez vu comment un président qui voulait défendre les intérêts de son pays a été victime d'un coup d'État. Je parle du président Mamadou Tanja. Donc, les coups d'État en Afrique, les coups d'État en tout cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger interviennent dans ce contexte d'insécurité pour dire, bon, ça suffit. Oui. On connaît d'où est-ce que sort cette insécurité et à quoi elle sert et nous mettons un stop. Nous mettons un stop en disant aux vecteurs de l'insécurité, à ceux-là qui organisent l'insécurité, bon, à partir d'aujourd'hui, rentrez chez vous. Collez-nous la paix. Si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas d'insécurité. Merci. Je finis pour dire, si vous vous rappelez,
cette insécurité est consécutive au bombardement de la Libye par l'OTAN en 2011. En 2011, oui. Voilà. Donc, c'est ce désastre produit en Libye qui a finalement été... C'est une suite logique. Tout à fait, c'est une suite logique. Et c'est fait exprès, c'est planifié. Ce n'est pas un fait du hasard. Monsieur Sabo Seydou, ces coups d'État dans nos pays du Sahel, comment vous percevez cette question? Quelle explication donner à ces coups d'État que nos pays connaissent ces dernières années? Bon, moi, j'aurais voulu d'abord rebondir par rapport à sa première intervention sur la démocratie. Bon, effectivement, il y a sous un certain regard, effectivement, voilà l'ajustement structurel, voilà le versant démocratie. Ok. Mais je crois que il y a aussi une demande à l'interne, notamment quand vous prenez le cas malien et le cas nigérien. Il ne faut jamais oublier, faute de pouvoir avoir, ou faute d'avoir le contrôle total de la conférence nationale du Niger, là, les Français avaient traité les gens à une conférence de chenapan. Parce que la France n'avait aucune prise, ou très peu de prise là-dessus. À la différence d'autres pays, où pratiquement elle a décidé de l'agenda des participants, etc. Ça, c'est un. Au Mali, vous savez, c'est à la suite d'un soulèvement de la population contre le régime de Traoré qu'il y a eu la conférence, d'abord avec un coup d'État militaire, dans le temps, oui, le coup d'État militaire avec ATT, et puis maintenant, il y a eu tout la conférence nationale du Mali qui a été, à la différence de la nôtre, une conférence très courte où on a décidé de ceci, de ceci, de cela. Donc, ce facteur-là est très important, le facteur, à mon sens, endogène. Il y a une question d'endogénéité. Il n'est pas d'accord. Les partis uniques, c'est son avis. Les partis uniques, les régimes d'exception étaient très, très, très contestés, de manière d'ailleurs ouverte. Ça, c'est un élément. Maintenant, le deuxième élément, concernant, disons, nos pays du Sahel. N'oubliez pas que les pays du Sahel, c'est les pays qui ont connu les épreuves, pour faire de la tautologie, les épreuves les plus éprouvantes. Les famines, les sécheresses. Famine de 67, famine de 73, famine de 85. Et vient s'ajouter aujourd'hui l'insécurité. Je viens. Ça, là, ça a désarçonné le mode de vie de ces populations-là. En particulier les éleveurs. Et, je rebondis là-dessus, c'est que si vous voulez, les impérialistes là, ils ne peuvent pas agir, comment on appelle, sans avoir, c'est-à-dire pour que leur agissement puisse prendre une certaine ampleur, il faut qu'ils trouvent un terreau. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la prise de pouvoir de ces militaires, est-ce que cela constitue un moyen de sortir peut-être de l'instabilité, de l'insécurité ou de la malgouvernance même qu'on connaît aujourd'hui? Il y a eu des cas où ils ont pris, au Niger notamment. Le premier cas, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Il y a eu les deux autres cas. Le premier cas, c'est le coup d'État de 96. Bon, vous savez, chemin faisant, l'auteur, les auteurs ou l'auteur, dans un premier temps, disait qu'il est venu que pour partager. Pas partager, départager. Oui, départager plutôt, je m'excuse. Et puis après, maintenant, il est devenu parti. Et ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, le deuxième, lui,
Et il est venu et il a dit, bon, c'est pour départager. Oui. Et effectivement, il y a eu des élections et puis ça a été départagé avec des circonstances. Maintenant, le troisième, il est venu, lui aussi, pour départager. Et dans le machin, il a pris parti, fait cause. Et ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, on ne sait pas, eux là, ce que ça va donner. Dans des circonstances où je pense que le rapport aux forces ou agents de sécurité peut changer la donne. Je m'explique. Et dans tous les codes électoraux qu'il y a eu, il a été décidé que pour faire de la politique, là, il faut qu'ils enlèvent, comme on dit, le kaki. Le kaki, c'est... Voilà, la tenue. Bon. Est-ce que ça, là, ça va être maintenu? Maintenant, il y a aussi un contexte qui est dans nos pays. Indirectement, Macron en a parlé. Le contexte, je viens. Oui. Le contexte était que dans la tête, dans l'imago profond des stratèges néocolonialistes français, nos pays là, il faut les réorganiser territorialement. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, quand l'armée française est venue à la rescousse entre griffes du Mali, elle n'est pas allée sur Kidal. Pour quelle raison? Oui. Sans vous couper l'armée la française. parole, nous allons revenir vers vous pour le temps de donner, comme le temps est contre nous. Nous allons prendre l'avis donc de notre deuxième invité donc à ces prises de pouvoir par les militaires dans ces pays. Est-ce que vous pensez que avec ces prises de pouvoir, la démocratie même est en danger? Oui, tout à l'heure, je disais que ce que les gens vendaient comme de la démocratie n'était pas une. N'était pas une, parce que tu ne peux pas faire de la démocratie sous dépendance. Et je rebondis là-dessus pour dire à Sabo que dans les années 90, ce n'est pas la campagne qui s'est révoltée contre le pouvoir, comment je vais dire, à parti unique. Non. C'est dans les villes que c'est parti, et c'est parti des conséquences de l'ajustement structurel. Et justement, c'est parce que les gens, l'impérialisme a compris que cette révolte profonde, si elle n'est pas vite récupérée, elle va donner elle va donner la cassure. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui? Mais évidemment, c'est qu'à l'époque, c'était le programme d'ajustement structurel, mais au Sahel, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Moi, depuis 2012, moi, j'ai écrit qu'il y a une tentative de recolonisation du Sahel. Mais est-ce que vous pensez également qu'il y a une part de responsabilité des hommes politiques si cette démocratie ne marche pas? Est-ce que ces hommes politiques aussi ont failli? Mais non, ils n'ont pas failli. Ils n'ont pas failli. Ils ont profité de la démocratie telle que les Occidentaux la voulaient. C'est une démocratie au service toujours des intérêts occidentaux. Et donc, les hommes politiques ont compris que c'est cela, que c'est cela la démocratie et ils l'ont servi. Regardez, au Niger, pendant une dizaine d'années, de toutes les régions du Niger, peut-être à l'exception de celle de Zender, le peuple criait à l'insécurité. Vous n'avez vu aucun homme politique nigérien réagir et dire « Oh là là, ça suffit comme ça ». Il n'y en a pas. Mais pourtant... Surtout avec vraiment cette insécurité dans ces zones de trois frontières, comme on le dit, le Mali, le Burkina. Mais vous avez vu un seul homme politique nigérien se lever pour dire « Oh là là, ça... » Non. Tout le monde se tue parce que justement, ils ont tous compris que c'est l'agenda des impérialistes, c'est leur allié, ils ne pouvaient pas les dénoncer. Mais vous, Sabo, quel doit être même le rôle de ces hommes politiques pour la bonne gouvernance d'un pays?
Moi, je pense que, avec toute l'expérience là, Continue. toute l'expérience qu'on a accumulée, je pense que les hommes politiques doivent se remettre, je dirais, en cause. En particulier sur la question, comme dirait l'autre, nationale. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis. Vous savez, il faut noter que pour la majorité des formations politiques qui comptent au Niger, la question nationale, en particulier la question de la mainmise, de la mainmise française. Vous soutenez toujours cette question de la France, oui? Oui, c'est très important. Oui. Parce que, si vous voulez, il faut liquider le néocolonialisme français. Aujourd'hui, c'est une question d'actualité pour nous au Niger et pour toute l'Afrique. Et pour une évolution même du pays. Donc, c'était une question tue. On en avait peur. Pourquoi? Parce que l'expérience qu'on a, c'est qu'on se dit, Diori Hamani, il a été renversé en partie parce qu'il a touché aux intérêts stratégiques français, Oui. notamment concernant l'uranium, notamment son soutien à la Fédération du Nigeria. Maintenant, dans les événements récents, vous savez, ça se dit en petit comité. Le Tanja, il y a aussi ce facteur-là qui a joué d'une manière ou de l'autre. C'est même le facteur principal. Bon, allons-y. Il y a aussi les erreurs que... Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Parenthèse, oui, ça c'est entre parenthèses, oui, monsieur Sabo. Donc, pour tous les hommes politiques, bon, il ne faut jamais parler parce que d'abord, ils peuvent t'empêcher d'arriver au pouvoir. Ensuite, si tu es au pouvoir, ils peuvent te descendre. Donc, ces hommes politiques ont un grand rôle à jouer vraiment sur cette question-là. Actuellement, il faut que les hommes politiques, à mon avis, tout homme politique au Niger aujourd'hui, digne de ce nom, doit se prononcer net. Ces prises de pouvoir, ces coups d'État dans ces pays se constituent en elles-mêmes des ruptures constitutionnelles. Mais comment on doit éviter cela dans nos pays du Sahel aujourd'hui? Vraiment, c'est une grosse question. C'est une grosse question parce que, à mon avis, tant que le comportement des hommes politiques reste la démagogie, est-ce que tu vois? Tant que le comportement des hommes politiques reste la loi, je ne la respecte que si ça va dans mon petit intérêt mesquin. Est-ce que tu vois? Tant que la notion que tu es un élu et que tu dois rendre compte et que tu es sanctionné, tant que ça là, ça n'a pas établi. Et pensez-vous que même la population, elle est prête aujourd'hui pour une vraie démocratie? Moi, je me suis toujours dit que pour qu'il y ait une vraie démocratie, il faut au moins 30% ou 33% de Nigériens qui soient des citoyens. Pas que les Nigériens uniquement, dans tous ces pays qui sont touchés par ces... Oui, mais y compris dans ces pays-là. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça le seuil fatidique. Les citoyens, c'est quoi? C'est des gens qui sont conscients de leurs droits et conscients de leur liberté. Et maintenant, si tu veux qu'ils le machinent dans leur vote, etc., dans leur rapport aux dirigeants. Bon, on va voir peut-être maintenant, on va voir si ces 33% là sont là. Est-ce que tu vois? Mais avec un certain nombre de comportements que je vois là, je me dis qu'on a du pain sur la planche.
On a du pain sur la planche, alors Ibrahim Hamidou, on a du pain sur la planche, comme l'a dit Sabo, et ces pays du Sahel, on le sait, sont confrontés à d'énormes défis, notamment les défis sécuritaires. Mais est-ce que, selon vous, quel est l'impact de ces prises de pouvoir des militaires pour ces pays aujourd'hui? Si j'essaie de faire une similitude entre le Burkina Faso, enfin le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il y a une constante. Et cette constante, c'est nous voulons tous notre indépendance et notre souveraineté. Donc la même, nous ne voulons plus de la tutelle française. C'est la première fois, justement dans le Sahel, que des questions sont posées comme ça, clairement et ouvertement. Même à travers des coups d'État. Au Burkina Faso, Sankara avait pris le pouvoir, mais jamais, au grand jamais, il n'a posé la question telle que le jeune Ibrahim Traoré est en train de la poser. Effectivement, oui. Au Mali, en dehors de Modibo Keïta, le premier président du Mali, aucun dirigeant malien n'a posé le problème comme Goïta est en train de le poser aujourd'hui. Au Niger, malgré le patriotisme qu'on reconnaît à Kounché, il n'a jamais posé le problème comme c'est posé aujourd'hui. Donc vous pensez que ces militaires gèrent bien, oui. Même le président Tanja, qu'on reconnaît comme un patriote, il n'a jamais posé le problème comme il est posé aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens posent clairement le problème. La tutelle française, il y en a marre. Donc, comme je le disais, selon vous, aujourd'hui, ces régimes militaires gèrent bien ces pays? Pas qu'ils gèrent bien, mais ils sont sur la voie... Bonne voie. Voilà, sur la voie de chasser la mainmise française de ces pays-là. Et une fois qu'on est libre de faire nos choix politiques et économiques, en ce moment, tout ce qui nous arrive est du ressort de notre responsabilité. Oui, continue. Voilà. Et c'est ça qui est essentiel. Les pays du Sahel n'ont jamais eu ce droit jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si nous arrivons, parce que, et même là, c'est des processus, il ne faudra pas considérer que c'est acquis. C'est des processus. Si les peuples arrivent à maintenir, comment je vais dire, la ligne, oui, cet élan, et à se débarrasser justement du néocolonialisme français, c'est une très, 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 très grande victoire que le Sahel aurait remportée, parce que depuis 600 ans que les Occidentaux nous maltraitent, aujourd'hui, si on arrive à cela, ben, on crée les conditions pour une émancipation globale de l'Afrique. Nous allons observer une petite pause avant de poursuivre. Monsieur Sabo, vous vouliez réagir suite à l'intervention relativement d'abord à son dernier propos là. C'est que pour moi, je pense que l'initiative historique, nous l'avons perdue avec la traite, puis la colonisation. Maintenant, cette initiative historique nous revient parce que, comme dirait l'autre, le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest. À savoir, aujourd'hui, les pays du centre, ce sont eux qui deviennent de plus en plus importants dans l'évolution des échanges et de tout le reste. Pourquoi selon vous? Pour les raisons que ces pays-là, la première des choses, est-ce que vous n'êtes pas étonné que de
toutes les grandes puissances mondiales, seule la France est pour la guerre au Niger. Malheureusement, oui. Malheureusement pour elle, heureusement peut-être. C'est pas étonnant. Et voilà. Pour la raison que les matières premières, notamment énergétiques, essentielles pour l'industrie moderne, c'est dans ces pays-là. Quand tu prends aussi du point de vue de la géopolitique, ces pays-là sont des pays qui pivotent en Afrique. Et sous un certain regard, quand tu prends par l'ouest ou quand tu prends par l'est, là, c'est des pays pivots, je dirais, dans l'hémisphère où on se trouve. Donc, c'est pour cela que ces pays-là ne veulent absolument pas, eux, qu'il y ait guerre. D'accord. Aujourd'hui, ces pays du Sahel, de quoi ils ont vraiment besoin pour avoir une bonne gouvernance? Comment vraiment arriver à une bonne alternance dans ces pays du Sahel? C'est une question à laquelle je réponds. La vigilance du peuple. Oui. C'est tout. C'est ma seule réponse. Alors vous, Ibrahim, selon vous, comment arriver à une bonne alternance démocratique dans ces pays du Sahel? Pour qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait la démocratie. Vous avez vu, au Niger, on nous a vendu il y a moins de 3 ans, déjà, une prétendue alternance. Mais vous avez vu ce qu'elle est devenue. Pendant que le monde entier, pendant que la France a utilisé ses canaux pour vanter la démocratie, la démocratie nigérienne dans le monde entier, vous avez vu l'accueil réservé par le peuple du Niger au CNSP. Donc, pour qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait d'abord démocratie. Et pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait indépendance. Vous ne pouvez pas dire que vous faites de la démocratie si vous n'êtes pas indépendant. Quelle démocratie vous faites quand vos élections sont financées par l'extérieur? Quand quelqu'un vous finance un président, une élection pour élire un président, le président là, c'est pour vous ou bien c'est pour celui qui a donné l'argent pour le faire élire? Donc, construisons d'abord la démocratie. Maintenant, si nous arrivons à construire la démocratie, ok, nous poserons les conditions de l'alternance. Mais comment même la construire? Quels sont les actes à promouvoir? Pour construire la démocratie, il faut être d'abord indépendant et avoir l'exercice plein de sa souveraineté. Donc, il faut que nous puissions reconquérir cette indépendance et exercer pleinement notre souveraineté. Quand nous l'aurons fait, nous irons à la démocratie. Monsieur Sabo Seydou, quelles sont les pratiques à promouvoir pour rendre plus effective cette démocratie dans nos pays du Sahel aujourd'hui? Bien, d'abord, la première chose, c'est, comme qui dirait l'autre, le patriotisme. C'est-à-dire le patriotisme dans le sens où avoir une nette conscience de son pays. De son pays. On y est. Et puis, une nette conscience de, dans le domaine où je suis, qu'est-ce que je pourrais faire pour renforcer, disons, la dignité un peu de mon pays. Moi, c'est un peu le résumé de ce que je pense. Et donc, selon vos interventions, la démocratie n'est pas totalement une effectivité ici dans ces pays du Sahel? C'est un semblant, c'est même une Alors, farce. quel est votre dernier mot, monsieur Ibrahim Hamd, comme nous sommes à la fin de cette émission? Le dernier mot est que il y a un élan important de reconquête de l'indépendance et de la souveraineté au Sahel. Et cet élan-là s'est manifesté tout récemment par la création de l'Alliance des États du Sahel, contractée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Moi, je pense que c'est un très bon atout pour aller vers l'indépendance et l'exercice de la souveraineté. C'est important de comprendre que si on n'est pas indépendant, si on n'a pas l'exercice de le plein exercice de notre souveraineté,
on ne peut faire aucun choix pour nous-mêmes. On va toujours obéir au choix des autres. Et si nous voulons être nous-mêmes, si nous voulons être libres de nos choix, si nous voulons respecter ce que nous sommes dans notre existence, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, et les Occidentaux ont pensé à un moment, nous avons des fondements culturels forts, importants, qui peuvent nous permettre de nous consolider aujourd'hui, d'être ce que nous sommes et de partager ces valeurs avec le reste du monde. Mais il faut que nous soyons d'abord nous-mêmes. Si nous continuons à n'être que les exécutants des initiatives ou des désirs des autres, on va continuer à divaguer. Merci bien pour toutes ces précisions. Un dernier mot peut-être, Sabo, ou bien? Oui. Moi, mon dernier mot, c'est bien entendu mettre d'abord la question de l'indépendance, je dirais, du pays, recouvrer sa souveraineté. Et puis, deuxièmement, je reviens là-dessus, le fait qu'on soit ou on devienne des citoyens, c'est important, droits et libertés, et puis voir comment nous allons apporter notre contribution au pays. D'accord. Voilà les deux aspects, moi, que je vois qui sont importants. Merci donc pour ces précisions. La démocratie, comme vous l'avez si bien entendu, ne marche pas très bien dans ces pays du Sahel, selon les interventions de nos invités. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait indépendance, il faut que la population puisse avoir exercice pleinement de sa souveraineté. Et c'est ici donc que s'achève le numéro du forum de Studio Kalangu d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Sabo Seydou, homme politique, ancien rapporteur général de la Conférence nationale souveraine. Merci d'être venu. Ibrahim Mahamidou, journaliste et homme politique, merci également d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. La technique est assurée par Amina Hassan. La régie vidéo, Seni Isaka. Je suis Nefis Adam Sirfo à la modération. Au revoir.